Est-il légitime, est-il possible de parler d'un ennemi commun à un grand nombre de peuples sur cette planète, si ce n'est à l'humanité? Si oui, qui ou quel est-il? Et est-ce que les peuples, dont le peuple français, en ont conscience? Alors, je ne suis pas sûr que le terme d'ennemi fasse progresser la discussion. Par contre, il y a bien un danger auquel nous devons tous faire face. Et il est possible qu'un État que l'on pourrait qualifier d'ennemi, en fait, se trouve dans une population dans une situation où sa propre population est elle-même en danger. Il y a aujourd'hui un groupe qui manie à son avantage la politique des États-Unis et d'Israël, et ce groupe conduit une politique unipolaire qui se fait au détriment du reste du monde. Ça, c'est clair. Donc, l'ensemble des peuples qui sont menacés, mais encore une fois, y compris la population aux États-Unis, doivent réagir à cette tentative. Mais est-ce qu'il s'agit en fait d'instaurer un système que l'objectif serait tout simplement celui d'un État, l'Israël, ou est-ce que le sionisme n'est pas quand même le véhicule d'un véritable système social qui serait celui de l'apartheid? Est-ce qu'il ne cherche pas à généraliser ça partout dans le monde? Le sionisme est une idéologie qui est malheureusement extrêmement méconnue aujourd'hui. D'une manière curieuse, dans toutes les universités, il y a des chaires pour étudier toutes les idéologies du siècle présent, et il n'y en a jamais pour étudier le sionisme. On s'imagine que cette idéologie est un nationalisme du XIXe siècle qui a survécu d'une manière un peu étrange et s'est fixé au Proche-Orient. La réalité est très différente. Le sionisme est la conséquence d'une vision religieuse du monde portée par des groupes chrétiens qu'on appelle aujourd'hui les évangéliques et qu'on appelait il y a 3 siècles les puritains. Dans cette vision du monde, il y a 2 peuples élus. Le premier, ce sont les Juifs, ceux de l'Ancien Testament, et il y a un deuxième peuple élu, celui du Nouveau Testament, qui est constitué par les adhérents à ces églises évangéliques. Et les autres humains n'ont évidemment pas les mêmes droits que ces peuples élus. Cette idéologie conduit obligatoirement à un système d'apartheid. Elle a déjà été mise en œuvre dans d'autres régions du monde qu'en Israël, car ces églises-là étaient présentes en Irlande du Nord et en Afrique du Sud. Dans ces pays, ils ont, par le passé, installé des systèmes d'apartheid. Le modèle actuel d'Israël a été développé d'abord en Afrique du Sud. Les Bantoustans d'Afrique du Sud, c'est-à-dire des États pseudo-indépendants dans lesquels était parquée la population noire, de manière à donner l'illusion que l'Afrique du Sud était un pays à 100% blanc, ce modèle des Bantoustans a été mis en œuvre par des conseillers israéliens en Afrique du Sud. Et lorsque l'Afrique du Sud s'est effondrée dans son système d'apartheid, le modèle avait déjà commencé à être appliqué en Israël. Mais je dois dire aussi qu'une autre expérimentation avait eu lieu au Guatemala dans la plus totale indifférence. Oui, en quoi cette menace et cette politique concerne-t-elle les populations? Quel est le rapport précis? Donc, sur les terrains d'opération que sont le Moyen-Orient, le Liban, etc., on peut à peu près envisager, mais en quoi a-t-elle un impact sur le reste du monde et sur les populations? Il y a tu parlais d'une méconnaissance de l'idéologie que représente le sionisme. Il y a aussi, je crois, en tout cas en France, un manque de conscience de ce que représente ce danger. En quoi cela concerne-t-il, par exemple, la population française?
Non. Lorsqu'il y avait l'apartheid en Afrique du Sud, cela a provoqué les malheurs qu'on connaît pour la population sud-africaine et pas seulement pour la population noire, puisqu'à la fin, ce sont des Blancs qui ont décidé de mettre fin à ce système, tellement eux-mêmes en étaient victimes. Mais le système a une logique d'expansion qui a amené l'Afrique du Sud à faire la guerre à tous ses voisins sans exception. La même chose se reproduit aujourd'hui avec l'apartheid israélien, qui conduit l'État d'Israël à être en guerre avec plusieurs de ses voisins, et qui contraint la population israélienne à vivre depuis 60 ans dans un état de guerre. Donc cette population israélienne est aussi victime du système. Le désordre que cela engendre dans cette région a forcément des répercussions dans l'ensemble du monde, compte tenu de la dépendance de tous les pays développés au pétrole de cette région. À cela s'ajoute le fait que le système sioniste étant le produit d'une idéologie aujourd'hui au pouvoir aux États-Unis, ne peut être déconnecté de l'ensemble de ce projet actuel du gouvernement des États-Unis. Les Français peuvent être conscients de certaines conséquences économiques de ce que l'on appelle la globalisation. Mais je crois qu'ils ne les voient pas complètement, parce que les concepts que nous utilisons tous les jours sont complètement erronés pour décrire cette situation. Un exemple. Aujourd'hui, on discute du fait que la globalisation serait l'application d'un modèle libéral, c'est-à-dire d'un modèle dans lequel l'État serait désengagé de l'activité économique. Et on nous dit que ce désengagement de l'État est la cause de nouvelles disparités économiques entre les uns et les autres et d'une absence de redistribution des richesses. La réalité est complètement différente. Les États-Unis ne sont pas un pays libéral dans ce sens-là, certainement pas. C'est au contraire un pays où une certaine classe dirigeante ayant pris le contrôle de l'État utilise l'État en permanence pour son activité économique. Que serait Halliburton, Raytheon, etc., sans s'être adossé à l'administration fédérale des États-Unis? En réalité, les États-Unis aujourd'hui, sur le plan économique, sont dans une situation qui est extrêmement proche de celle de la fin de l'Union soviétique en termes d'étatisme. Il n'y a pas aujourd'hui d'économie développée plus étatisée que celle des États-Unis. C'est le contraire même de ce qu'ils prétendent être. Et ils utilisent les moyens de l'État pour étendre leur domination économique et pour conquérir des marchés par la guerre. Donc on est très très loin du diagnostic que l'on fait semblant ici de croire. Le sujet est quasiment jamais évoqué en France, en tout cas certainement pas lors des grands enjeux politiques, l'élection présidentielle ou l'élection, ensuite les autres élections. Lors de grands enjeux, les partis politiques, les responsables politiques français évoquent rarement ces enjeux-là. Est-ce à dire que cela n'a aucun impact? S'il y a un impact, comment explique-t-on ce silence quasi unanime de la classe politique française? Et est-elle coupée de ces enjeux, ou y a-t-il à l'inverse des liens tellement puissants et une omerta qui laisserait penser qu'on pourrait parler d'un système laxeux international? Alors, ce silence ne concerne pas simplement la classe dirigeante française. On peut l'observer un peu partout dans le monde, où le problème est partout le même. Partout, les États doivent faire face à un grand prédateur qui vient se nourrir chez eux. Et partout,
tout cas presque partout, on fait semblant de ne pas identifier ce prédateur. Pour me faire bien comprendre, il faut d'abord décrire la manière dont ce prédateur agit chez nous. Et après, les raisons pour lesquelles, ici même, personne ne dresse d'obstacle suffisant. Donc, ce prédateur, je veux dire, le système économique imposé par la classe dirigeante des États-Unis à l'ensemble du monde, ce prédateur a d'abord pris le contrôle de notre monnaie. Quand les États européens ont décidé, enfin plusieurs États européens ont décidé de créer une monnaie commune et unique, l'euro, ils pensaient créer une parité absolue entre l'euro et le dollar, c'est-à-dire qu'ils décidaient collectivement de se mettre à la remorque des États-Unis, de l'économie des États-Unis. Cependant, la disparité de ces deux économies a fait que la parité n'était pas complète. Il y avait des petits décimales qui distinguaient le jour de son lancement l'euro du dollar. Et on se souvient qu'à l'époque, les responsables de la Commission européenne en étaient fort désabusés. Bon. Puis, cette monnaie a pris son indépendance par rapport aux États-Unis et on a vu les cours de l'euro et du dollar complètement diverger. Mais la spécificité de l'euro est d'être gouverné par une banque centrale, tenue par une oligarchie financière, et non plus par les États qui ont créé cette monnaie. Dès lors, il a été possible à un moment donné, pour l'oligarchie financière des États-Unis, de rentrer en symbiose avec cette oligarchie financière européenne et de remettre l'euro à leur service. Non plus dans une idée de parité, mais dans une idée d'utiliser l'euro pour payer la dette extérieure des États-Unis. Donc le projet a complètement changé par rapport à ce qu'il était au début. Mais il a permis d'ores et déjà aux États-Unis de faire payer leur récente guerre par les économies européennes. C'est un système de ponction générale. Donc les États-Unis, s'ils le souhaitent, peuvent mener maintenant d'autres guerres. Le système est ainsi conçu que la facture est immédiatement transmise en Europe. Même si les Européens sont contre les prochaines guerres, c'est eux qui les paieront. Sauf révolution de ce système. Les oligarchies financières qui en Europe ont accepté de jouer ce jeu-là en sont directement rémunérées et n'ont donc pas intérêt à dénoncer ce système. Puisque, en définitive, c'est le consommateur à la base qui paye, c'est pas eux qui sont les victimes de ce système. Donc, ce genre de situation se retrouve un peu partout dans le monde avec d'autres leviers que celui de la monnaie. On peut aussi utiliser des systèmes de grands travaux, certains grands contrats internationaux. On a des témoignages qui nous expliquent comment les États-Unis utilisent l'appareil d'État, notamment leurs services d'espionnage et d'interception comme la NSA, pour pouvoir fausser des marchés internationaux, permettre à certaines multinationales des États-Unis de prendre ces marchés. Donc on est bien dans un système où il y a une confusion entre les multinationales et l'État. On n'est donc pas du tout dans le système libéral, mais bien dans le système étatiste des États-Unis, une domination sur le reste du monde. Et lorsque les dirigeants de tel ou tel État refusent les contrats qu'on leur propose à des prix avantageux, puisqu'on a pu truquer les appels d'offres, quand ils les refusent, nous savons qu'ils sont éliminés, soit par la voie
judiciaire, on fait éclater des scandales contre eux, plus ou moins fabriqués, soit par la voie politique, on peut organiser leur renversement en donnant un coup de pouce à leurs adversaires, soit en définitive, l'élimination physique. Il y a aujourd'hui de très nombreux témoignages sur la manière dont tout ça fonctionne. Ces faits ne sont pas discutables. Ce qui est aujourd'hui grave, peut-être, c'est que nous ne nous rendons pas compte que ce ne sont pas des faits isolés, c'est bien maintenant un système généralisé à l'ensemble du monde. Et dans ce cadre aussi, on va dire que finalement, les domaines de propriété morale que les États ont sur leur propre sujet de droit est complètement dépassé par cette ordre des choses, notamment par le fait que ce système est maintenant industriellement soutenu, hein, et par des entreprises comme par exemple des enlèvements dont on ne peut pas savoir à l'heure actuelle, mais c'est très difficile d'admettre, alors que les prisonniers états-uniens travaillent pour les entreprises privées, font des expériences médicales pour les intérêts privés, ne sont pas eux-mêmes conduits dans une logique comme ça, à Guantanamo ou ailleurs. Oui, alors il y a plusieurs aspects dans cette question. D'abord sur le système carcéral aux États-Unis. Si on applique un système de proportion entre les différents pays, on doit admettre, en tenant compte de la taille de leur population, on doit admettre que les États-Unis sont aujourd'hui le pays développé à la plus forte population carcérale, et ceci d'une manière tellement considérable par rapport aux autres que c'est un phénomène économique majeur. De même que du temps du stalinisme, en Union soviétique, le goulag était un élément économique du système. De même aujourd'hui, le système carcéral aux États-Unis est indispensable au fonctionnement économique du système. Il y a proportionnellement 6 fois plus de gens dans le système carcéral aux États-Unis qu'en Chine. 6 fois plus aux États-Unis qu'en Chine. La réalité de la démocratie, c'est ça. La deuxième question, c'était sur les enlèvements. En fait, ce qui se passe actuellement en Europe, où on vient de découvrir qu'il existe un système à l'échelle, non pas de l'Union européenne, non pas du Conseil de l'Europe, mais à l'échelle de l'OTAN. Il existe un système qui permet de faire disparaître n'importe qui, sans laisser de traces, dans cette grande Europe. N'importe qui. Nous savons que depuis 2001, ce sont des centaines et des centaines de personnes qui ont disparu. Les commissions parlementaires ont permis d'établir des listes de noms qui sont très incomplètes, mais qui nous donnent déjà une idée de l'ampleur de cette affaire. Les personnes enlevées sont transportées à travers le monde avec des avions-prisons contenant des chambres de torture. Ces avions-prisons, ils peuvent atterrir n'importe où en Europe, y compris ici en France, où ceci est arrivé des dizaines de fois. La nouveauté dans ce système, c'est que ça a lieu en Europe. Ça, nous le connaissions par le passé en Asie du Sud-Est et en Amérique latine. C'était les opérations Phénix en Asie du Sud-Est, l'opération Condor en Amérique latine, et il pouvait nous sembler que c'était une histoire qui ne concernait que des pays sous-développés. Depuis octobre 2001, les gens qui sont au pouvoir aux États-Unis ont fait avaliser par le Conseil atlantique, donc avec l'autorisation des États membres de l'OTAN, ces opérations dans les pays européens. C'est-à-dire que nous avons collectivement renoncé à une part fondamentale de notre souveraineté, puisque notre code pénal, nos codes de procédure,
les garanties que nous offrons aux justiciables, tout cela, nous l'avons abandonné dans les mains des États-Unis depuis octobre 2001. Il semble avoir réactivé toute une série d'instruments qui leur permettent de tenir idéologiquement, militairement, économiquement. Et tout ça, en fait, est très très fragile, parce que, d'abord, comme nous venons de le dire, la politique des États-Unis et la politique d'Israël ne servent pas les intérêts de la population des États-Unis et d'Israël. Deuxièmement, la justification de cette politique est constamment faite sur des mensonges. Donc tout ça est fragile. Il suffit que les gens ouvrent un petit peu les yeux et il n'y aura plus de chaîne d'autorité qui fonctionne là-dedans. Donc à cela s'ajoutent les inconnus du champ de bataille. Quand on décide de faire la guerre, tout semble toujours jouer d'avance, évidemment, mais la réalité est parfois différente. C'est ce qu'on a vu lors de l'offensive israélienne contre le Liban. Donc ce système que ces promoteurs imaginent comme quelque chose, un rouleau compresseur qui se déploie inexorablement dans le Proche-Orient, ce système en fait à tout instant peut s'arrêter et se retourner contre ceux qui l'ont enclenché.